Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au webinaire d'aujourd'hui, organisé par l'OMPIC en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème Les indications géographiques, outils de protection des produits de terroir et leviers de leur valorisation. À travers les différentes interventions, nous allons aborder en détail le système national de protection des indications géographiques, l'intérêt de la protection des produits de terroir par les indications géographiques et donner par la même occasion un aperçu sur le système de protection des indications géographiques au niveau international à travers le système de Lisbonne. Nous allons commencer par une première intervention avec ma collègue Madame Fatima Belkacem, chef de service design et indications géographiques, qui va nous éclairer sur le système national des indications géographiques. À vous la parole. Merci Madame Wakil. Alors, je suis ravie d'être parmi vous pour discuter justement de cette thématique très passionnante. On va discuter, donc je vais parler justement, comme l'avait dit ma collègue, Madame Wakil, la protection des produits de terroir par le système des indications géographiques au Maroc. Alors, je vous présente cette carte du Royaume du Maroc qui montre des exemples de produits de terroir. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs produits, des exemples. Donc, il y a le safran de Talouine, il y a par exemple les figues de Barbarie, des barman, les huiles, il y a des huiles, il y a la clémentine, les dattes, etc. Donc, comme vous le savez, le Maroc regorge de plusieurs produits de terroir. Donc, ce sont des produits que vous connaissez. Donc, quelles sont les caractéristiques communes à ces produits? Le caractère commun à ces produits, c'est leur lien fort à l'origine. C'est ça qui caractérise les produits de terroir. Et pour qu'ils soient protégés, c'est tout un processus de protection et de labellisation à l'issue duquel sont apposés des logos sur les produits labellisés. Donc, comme vous le voyez, de part et d'autre de la carte, il y a des logos, les logos verts et les logos bleus. Ce sont le symbole de la labellisation et de la protection des indications géographiques. En d'autres termes, si vous voyez un produit avec ce logo, c'est-à-dire que c'est un produit de terroir authentique et vous pouvez l'acheter en toute confiance. Donc, d'une manière générale, on peut dire qu'une indication géographique est une interconnexion entre un produit et entre son origine géographique. Et pour parler d'une indication géographique, il faudra remplir 3 conditions essentielles. Donc, d'abord, le produit, et les produits avec des caractéristiques spécifiques, je dis bien spécifiques parce que si ces caractéristiques se trouvent dans d'autres produits similaires, ce n'est plus une indication géographique, il faut que ça soit vraiment des caractéristiques spécifiques. Ce produit, pour qu'il soit une indication géographique, il doit être réputé. C'est réputé, il a une certaine qualité. Il est connu, il est notoirement connu sur tout le territoire. Et bien sûr, ces caractéristiques et cette qualité, elle est attribuée également et essentiellement à l'origine géographique. Cette origine géographique contient des facteurs naturels et des facteurs humains locaux, c'est-à-dire le sol, le climat, les traditions, les connaissances ancestrales. Donc tout ça constitue une partie de l'indication géographique parce qu'on a besoin d'une 3e condition pour pouvoir parler d'une indication géographique. On a besoin de quoi pour qu'on puisse parler d'une indication géographique? On a besoin de porteurs de projets, c'est-à-dire les acteurs locaux qui sont motivés et adhèrent au travail collectif pour valoriser et protéger le produit en question. Alors ce slide, juste pour vous montrer que chaque produit, vous voyez là à gauche, donc la bouteille d'huile d'argan, il est issu d'une aire géographique bien déterminée au sud du Maroc, donc dans la région des Essaouira et Agadir. Donc c'est une aire géographique très bien délimitée.
Le deuxième slide, donc le safran de Taliwin. Donc le safran, il est cultivé au Maroc depuis des siècles dans les zones montagneuses de la région de Taliwin, réputée par sa haute qualité à l'échelle nationale et internationale. Donc, juste pour vous dire que le produit de terroir ou bien l'indication géographique est liée à une origine précise. Alors, quels sont les types de produits concernés par l'indication géographique? Donc, la protection du système des indications géographiques au Maroc s'étend aux produits agricoles. Donc, comme vous voyez, nous avons des dattes, la clémentine, les grenades, des huiles, etc. Il s'étend également aux produits tirés des animaux, tels que le lait, le fromage. Donc, au Maroc, nous avons le fromage de Chefchaouen, par exemple. Vous voyez sur la photo des images également les miels. Le Maroc regorge de différents types d'indications géographiques de miel de différentes régions. Par exemple, le miel de forte de Tadla Azilal, par exemple. On peut également trouver les produits agricoles, les fleurs, les plantes. Donc, vous voyez, ça, c'est les romarins. Nous avons une indication géographique au Maroc, donc le feuille séchée du romarin dans la région de l'Oriental. Le henné, par exemple, le henné, nous avons une indication géographique le henné de Fumskit. Et la rose, donc nous avons la rose de Qalas Mkouna. Donc vous voyez, il y a une variété de types de produits concernés par l'indication géographique. Également, il y a également les produits de l'artisanat. Ce n'est pas uniquement les produits de l'agriculture, mais également les produits de l'artisanat sont concernés par la protection par le système des indications géographiques. Maintenant, on passe au volet intérêt de la protection des indications géographiques. La protection des IG, des indications géographiques, procure un certain nombre d'avantages, aussi bien pour les producteurs que le consommateur. On peut, que ce soit sur le plan, il présente un certain avantage sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan social et culturel. Pour ce qui est de l'économique, on peut noter la valeur ajoutée en termes de prix, c'est-à-dire que les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir justement un produit authentique. L'IG permet également un meilleur positionnement sur les marchés. Elle permet également une organisation de filières, donc les filières, puisqu'il s'agit d'un droit collectif, donc les intéressés, ils s'efforcent justement pour s'organiser et pour rapprocher leur point de vue autour d'un seul but, c'est l'indication géographique. L'indication géographique, elle permet également la promotion du développement local et des activités économiques de par de nouvelles opportunités d'emploi, par exemple, promotion du tourisme, etc., le tourisme territorial, le tourisme local. Sur le plan environnemental, l'IG permet la protection de l'environnement à travers l'adoption de pratiques traditionnelles et durables de production. Donc, bien sûr, ces pratiques traditionnelles sont tracées, sont inscrites dans un cahier de charges qui, normalement, doit être respecté par toute la communauté. Du coup, donc, on protège l'environnement de par ces pratiques. Il a un impact justement positif sur l'environnement. Il renforce également l'indication géographique, renforce également la résilience des communautés locales face aux risques environnementaux. Sur le plan culturel, donc comme vous le savez, l'indication géographique normalement c'est une sorte d'identité de la communauté. Du coup, toute la communauté s'efforce pour préserver les savoirs locaux et les savoirs ancestraux. L'IG permet de renforcer la solidarité communautaire, puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un droit collectif que tout le monde peut utiliser. Elle
L'indication permet également la prévention de l'exode rural. Il y a pas mal d'avantages que présente justement l'indication géographique. On passe maintenant aux intérêts juridiques. Les intérêts juridiques d'une indication géographique. L'IG est un droit collectif attribué à tous les producteurs d'un territoire donné. C'est un droit collectif et à vie. En tout cas, pour la législation marocaine, c'est à vie. Pour la plupart des législations internationales, donc c'est un droit collectif à vie, c'est-à-dire il n'y a pas de procédure de renouvellement, comme à l'instar des autres titres, par exemple les marques ou bien les dessins et modèles industriels. L'IG est un droit de propriété industrielle qui permet d'interdire l'usage de l'IG par des tierces parties non autorisées qui ne respectent pas le cahier de charge. Parce que si l'IG n'est pas protégé, elle peut être utilisée sans restriction, ce qui entraînera une diminution de sa valeur, voire même sa disparition totale. L'IG garantit l'authenticité des produits concernés. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, une fois le logo est apposé, cela veut dire que le produit est authentique. Donc, vous pouvez l'acheter en toute confiance. Du coup, l'IG constitue une garantie de l'État pour les consommateurs. Alors, quels sont les outils de protection des produits de terroir? Donc, les indications géographiques peuvent être protégées en appliquant différents systèmes dont les plus utilisés sont les lois protégeant spécialement les indications géographiques ou les appellations d'origine, c'est-à-dire des textes spéciaux pour les appellations d'origine et ou les indications géographiques, ce que l'on appelle le système sui generis. Donc, c'est un système spécial pour les indications géographiques et ou les appellations d'origine. Pour les pays qui ne disposent pas de ce système spécifique, ils utilisent normalement les lois sur les marques applicables aux marques collectives ou aux marques collectives de certification. À titre de rappel, donc la marque collective, il contient un règlement d'usage, à l'instar des cahiers de charges. C'est pas un cahier de charges, mais c'est un règlement d'usage que toute personne utilisant la marque collective doit respecter. Alors, je vous présente un petit peu les articles, des définitions des indications géographiques et des appellations d'origine, selon les articles 180 et 181 de la loi numéro 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Donc, je ne vais pas lire le tout des articles, mais juste, je vais montrer un peu la différence entre l'appellation d'origine et l'indication géographique. Donc, pour l'appellation d'origine, il tire sa réputation des facteurs humains et naturels. C'est-à-dire que toutes les opérations, c'est-à-dire et le produit doit être originaire de l'aire géographique délimitée, et également les opérations d'obtention des produits doivent s'effectuer sur l'aire géographique. Aucune opération ne pourra être effectuée hors aire géographique. Par contre, pour l'indication géographique, l'indication géographique peut tolérer qu'une partie des opérations soit effectuée hors aire géographique, par exemple le conditionnement, ou bien l'emballage, etc. Donc, vous voyez que l'appellation d'origine, elle est beaucoup plus serrée que l'indication géographique. Mais concernant la portée juridique, il n'y a pas de différence. Donc, sur le plan juridique, ils sont les mêmes. Je passe au cadre légal et institutionnel des indications géographiques au Maroc. Je vais citer les textes régissant les IG au Maroc. Alors, le Maroc est parmi les rares pays africains et arabes qui ont réussi à mettre en place un système sui generis. On trouve en premier lieu la loi 17/97 relative à la protection de propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 23/13. C'est le cadre général justement
il offre un cadre général des indications géographiques, que ce soit de toute nature, que ce soit les produits agricoles, les produits de l'artisanat ou autres. On trouve également des lois spécifiques, notamment la loi 2506 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et de produits agricoles et halieutiques promulguée en 2008. On trouve également la loi numéro 133/12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat promulguée en 2016. Toutes ces lois, bien sûr, disposent de leurs décrets pour leur application. Alors, quels sont les intervenants dans ce processus de protection, dans la procédure de protection des indications géographiques? Il y a l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime pour ce qui est des produits agricoles et produits halieutiques. Il y a le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Et bien sûr, les commissions nationales instaurées dans les deux ministères cités. Pour ce qui est de la procédure de protection des IG, je vais juste parler d'un élément essentiel de la demande de protection des indications géographiques, qui est le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est la pièce maîtresse de la demande d'une indication géographique. Donc, on trouve parmi les éléments le demandeur, le groupement demandeur qui a déposé donc, le nom du demandeur, le nom du produit, bien sûr, pour la plupart des cas, le nom du produit il porte le nom de l'origine, tel que par exemple safran de Talémine, clémentine de Berkane, figue de Barbarie Aïs Ba'amram. Donc, vous voyez que ce nom-là, il est toujours accompagné du nom de l'aire géographique, mais c'est pas général. Pour la plupart des cas, c'est ça, mais il y a des exceptions pour que le nom ne prenne pas le nom de l'origine géographique. C'est ce qu'on appelle les dénominations traditionnelles. Par exemple, l'argan, c'est une dénomination traditionnelle. Besmeti, par exemple, riz besmeti de l'Inde, par exemple, la feta de la Grèce, ce sont toutes des dénominations géographiques. Bien sûr, ce nom ne doit pas porter certains termes descriptifs tels que, par exemple, authentique, traditionnel, naturel, etc. Donc, le nom du produit ne doit pas prendre ce type de termes descriptifs. Bon, parmi les éléments également, le type de produit, la description des produits, c'est-à-dire la forme, le genre, la couleur, etc. Et puis, la délimitation de l'aire géographique, là, c'est une opération également très, très importante dans la mesure où elle doit être faite d'une manière très attentionnée. De manière générale, l'État intervient dans cette opération pour justement ne pas exclure de l'aire géographique des éventuels producteurs qui normalement devraient être dans l'aire géographique. Il y a également les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire délimitée. Donc, le produit doit prouver, c'est-à-dire lors du dépôt de la demande, du dépôt de ce cahier de charge, plutôt du projet de cahier de charge, il doit contenir tous les éléments de preuve, des comptes par exemple, des récits, des documents historiques par exemple. Donc, tout élément de preuve qui prouve que le produit est originaire de l'aire en question, l'aire géographique en question. La description de la méthode d'obtention, donc il faut que tout soit tracé et simple, surtout des règles simples qui doivent être applicables, facilement applicables par les intéressés, par la communauté, et qui doit être... il ne faut pas lever la barre pour certaines règles, il faut que les règles soient faciles et accessibles à toute la communauté. C'est pourquoi, avant de rédiger un cahier de charge, donc il y a toujours des réunions avec les intéressés, et parfois elles sont accompagnées par l'État justement pour rapprocher les points de vue des uns et des autres. Nous avons également le cahier de charge ou le projet de cahier de charge doit présenter un plan de contrôle. Le plan de contrôle, il n'est pas imposé par l'État, mais il est
proposées par les intéressés eux-mêmes. Et bien sûr, il y a les règles d'étiquetage qui doivent être également mentionnées dans ce projet de... Ici, vous voyez, je vais juste vous montrer la procédure de protection des indications géographiques. Alors, le dépôt de demande d'une indication géographique, et ça pour le cas des produits de l'agriculture, le groupement demandeur ou bien la collectivité locale ou bien même l'administration peut déposer sa demande auprès du département de l'agriculture. Celui-ci transmet, et après bien sûr des examens formels et des examens, les examens nécessaires, il transmet la demande à la commission nationale. Celle-ci, elle publie justement la demande d'indication géographique et la publie pour les fins de position, le cas échéant. Si, et bien sûr, la Commission nationale elle examine le dossier. Si l'avis est favorable, donc une décision de reconnaissance des signes est attribuée et cette décision est publiée dans un bulletin officiel et en même temps inscrite au registre national des indications géographiques tenues par l'ONPIC. Et bien sûr, le processus de protection est fait. Ça, c'est pour les produits de l'agriculture. Avant, juste pour vous montrer un petit peu ce que l'ONPIC fait pour protéger les indications géographiques et dans le cadre justement de la protection des IG, donc l'Office, il peut rejeter des demandes qui contiennent des indications géographiques. Vous avez ici des exemples. Donc, argan du sud marocain, c'est une demande de marque qui n'a pas été admise à l'enregistrement parce qu'elle contient le terme argan. La même chose pour clémentine de Belkane. Il y a également une procédure de position qui est prévue par la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. Donc, procédure de position à l'encontre des demandes d'enregistrement de marque portant atteinte à une indication géographique. Bien sûr, l'ONPIC examine l'opposition, et si l'opposition est fondée, donc la demande de marque ne sera pas admise à l'enregistrement. Il y a également des mesures aux frontières c'est une procédure effectuée au niveau des services des douanes et en collaboration avec l'ONPIC. Donc, les douanes, elles interdisent toute marque ou toute marque portant une IG à l'importation. Donc, elles interdisent l'entrée sur le territoire marocain. Ces marques qui contiennent des IG. Ici, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les logos, les signes officiels de contrôle et de garantie concernant les produits agricoles. C'est prévu par le décret pris pour l'application de la loi 2506. Donc, les logos en vert, donc, ce sont les produits conserves, sont apposés sur les produits agricoles. Donc, vous voyez, indication géographique protégée en français et bayan géographie mahmi en arabe. Le deuxième, vert, c'est appellation d'origine, le logo relatif aux appellations d'origine protégées, tasmiyat mansha mahmiya, donc les logos en français et en arabe. Pour les logos bleus, ils concernent les produits halieutiques. J'arrive là au registre national des indications géographiques à appellation d'origine tenues par l'ONPIC. Donc, comme vous voyez, il y a des colonnes. Donc, la première colonne, numéro d'enregistrement, c'est le numéro de l'indication géographique. Donc, la première indication géographique qui a été déposée, c'est Argan. Il a été déposé le 25/2/2010. Voilà. La deuxième, c'est l'huile d'olive Tiout Chiadma. Et la troisième, safran du Taliwin. Ce sont vraiment les produits phares, les premiers produits qui ont été protégés par une indication géographique ou appellation d'origine. Nous avons là les indications, nous avons à peu près 73, oui, c'est ça, 73 IGP
les AOP, dont 67 indications géographiques et 6 appellations d'origine. En bas de la diapo, vous pouvez trouver le lien, vous voyez le lien pour le registre national des indications géographiques qui se trouve publié sur le site de l'OMPIC. Ceci pour les indications géographiques des produits de l'agriculture. Pour les produits de l'artisanat, on n'a pas encore d'indications géographiques, quoique les textes sont là, mais ça va venir, Inch'Allah. Par contre, il y a un travail énorme qui a été effectué par le ministère de l'Artisanat, c'est celui des dépôts de un peu plus de 60 marques collectives et marques collectives de certification. Donc, ce sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des marques qui ont des règlements d'usage, c'est-à-dire que la filière a été, c'est-à-dire le ministère de l'Artisanat a approché les artisans justement pour les organiser, pour les sensibiliser sur ce genre de droits collectifs. Donc, à mon sens, ces marques collectives peuvent être transformées en indications géographiques d'une manière fluide. Voilà, merci. Merci Madame Belkacem. Donc, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marion Brunet, juriste, experte technique internationale au lycée d'enregistrement de Lisbonne. À travers son intervention, nous allons voir le système de protection des indications géographiques au niveau international, et avec un focus bien évidemment sur le système de Lisbonne. À vous la parole, Madame Marion. Bonjour, merci beaucoup à vous et à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale d'avoir invité l'OMPI à participer à ce webinaire afin de dire quelques mots sur le système international de la protection des indications géographiques et quels avantages présente le système de l'OMPI, donc le système de Lisbonne que je représente aujourd'hui. Donc voilà, si on voit, je pense maintenant la présentation donc, que j'ai réalisée. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais en préambule rappeler rapidement ce qu'est une indication géographique, bien que ça a été largement développé, très bien développé par Madame Belkacem. Et merci beaucoup pour ces développements qui sont très très clairs. Donc rapidement, donc il s'agit d'un signe de qualité d'un produit associé à une région spécifique, comme l'expliquait Madame Belkacem. Donc une indication géographique identifie un produit comme originaire d'une zone géographique, d'une aire géographique spécifique, et dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement attribuables à cette origine géographique. Donc, sur la diapositive suivante, je vous ai mis un exemple, parce que je suis originaire de France, donc je vous ai mis un exemple français d'indication géographique protégée en Union européenne. Il s'agit de la vanille de l'île de la Réunion, qui est un département d'outre-mer de la France. Donc, c'est un produit, la vanille, qui est originaire d'une zone géographique spécifique, l'île de la Réunion, et qui a une qualité, une réputation particulière due à cette origine géographique. Il y a des méthodes de production spécifiques. Donc, l'ensemble de ces éléments constitue l'indication géographique protégée en Union européenne, vanille de l'île de la Réunion. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on évoque l'origine d'un produit, on entend bien sûr par le terme origine un lieu géographique, mais pas seulement. Une indication géographique suppose également la reconnaissance de traditions, d'un savoir-faire particulier, d'un environnement et d'une biodiversité propre, ou d'une identité caractéristique. Si on passe à la diapositive suivante, donc, ne sont pas des indications, des noms qui sont simplement des indications de provenance. Un nom qui va être simplement géographique
et qui se rapporte à un produit qui ne peut justifier d'une qualité ou d'une réputation particulière liée à la région n'est pas une indication géographique. Par exemple, fabriqué en Italie, made in China, ce ne sont pas des indications géographiques parce qu'il n'y a pas un cahier des charges avec des qualités particulières spécifiques à cette région. À l'inverse, ne sont pas en principe des indications géographiques les noms génériques ou communs tels que vanille qui est utilisé dans un sens commun. C'est un nom générique, ça ne peut pas être une indication géographique, mais attention, comme l'a indiqué Madame Belkacem, un nom qui n'a pas de référence géographique peut être protégé comme une indication géographique dès lors que le produit en lui-même est lié à un terroir. C'est le cas de l'argan. Et enfin, là, c'est le principe un petit peu du droit commun de la propriété intellectuelle. Les noms qui sont contraires à l'ordre public et bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés comme une indication géographique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont rapidement les caractéristiques des indications géographiques? Ce sont des droits collectifs. Ils offrent des avantages à l'ensemble de la communauté productrice et préservent un patrimoine commun au-delà des intérêts individuels. Ce sont des droits collectifs pour des groupes de producteurs. Le plus souvent, les IG sont enregistrés au nom d'un groupe de producteurs, qu'il s'agisse d'une association ou d'un syndicat. Ces producteurs ont fait le choix de mutualiser leurs forces afin de protéger leur patrimoine et de le défendre, leur patrimoine commun, d'assurer collectivement la promotion de leurs produits et de garantir un standard minimum de qualité édicté à travers le cahier des charges. Et comme l'a dit Madame Belkacem, le cahier des charges, c'est vraiment la clé de voûte de l'indication géographique. C'est l'élément fondamental qui permet de garantir aux consommateurs la qualité, l'authenticité, la réputation des produits portant une indication géographique. Grâce à la transparence qui est mise en place et les mécanismes de traçabilité qui sont édictés dans le cahier des charges. C'est aussi un outil qui permet de protéger donc les consommateurs, mais aussi les producteurs eux-mêmes contre la concurrence déloyale de producteurs de produits similaires, mais qui ne garantissent pas les mêmes qualités. Le cahier de charges, c'est aussi, Madame Belkacem l'a souligné également, un outil de préservation des savoir-faire traditionnels et cela permet de valoriser les produits locaux. Donc maintenant qu'on a résumé rapidement le propos de Madame Belkacem, voyons ce qu'est donc la protection d'une indication géographique à l'international. S'il vous plaît, diapositive suivante. Donc, comment pour se protéger à l'international? Il existe différents types de protection. Les systèmes sui generis, donc il s'agit de systèmes de protection qui concernent les indications géographiques en elles-mêmes. Les IG sont protégés comme tels. C'est le cas notamment, on l'a vu au Maroc, c'est aussi le cas en Union européenne ou en Suisse, qui prévoit des systèmes d'enregistrement des IG au niveau national ou régional pour l'Union européenne. Mais certains pays ne permettent pas de protéger les IG en tant que droit autonome, en tant que droit en tant que tel, mais ils acceptent de les protéger à travers le droit des marques. En particulier, il est possible sur certains territoires de procéder à l'enregistrement de marques collectives et de marques de certification. Donc, on l'a vu pour les produits artisanaux en Maroc, c'est ce qu'expliquait Madame Belkacem. Les produits artisanaux, les IG ne sont pas protégés en tant que tels, mais le sont, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, en tant que marque collective, en tant que marque de certification. Pardon. En France, à contrario, quel que soit le type de produit agricole ou produit artisanal, ils peuvent être protégés comme une indication géographique. Enfin, certaines législations nationales ne protègent pas les indications géographiques en tant que telles ou en tant que marque, mais à travers uniquement le droit de la concurrence. En règle générale, ces modes de défense sont plutôt utilisés en plus d'un système de protection par les marques ou d'un système de protection sui generis. Et il peut s'agir d'actions en concurrence déloyale contre tout usage contraire aux usages honnêtes ou des actions visant à sanctionner les passing off, donc le fait de se faire passer ses produits pour ceux de quelqu'un d'autre, de créer une confusion. Donc on le voit, chaque pays protège ou non les IG selon sa propre législation. Donc comment on fait quand on veut se protéger dans différents pays, qu'on veut exporter ses produits sous IG dans différents pays, comment ça se passe pour protéger son indication géographique? Alors, slide suivante, s'il vous plaît.
Donc, lorsque l'on souhaite protéger une indication géographique à l'international, plusieurs voies de protection sont envisageables. Tout d'abord, on peut envisager une protection par la voie nationale ou régionale. Donc, à ce moment-là, on fait une demande auprès de chaque pays qui nous intéresse, une demande de protection de l'indication géographique. Mais chaque pays a son propre système d'enregistrement et de protection des IG. On a vu, il peut y avoir des systèmes sui generis, il peut y avoir des systèmes de protection par les marques ou des systèmes de protection par la concurrence déloyale. Donc, ça implique une connaissance de chaque procédure, une connaissance de chaque langue aussi, donc ça peut être un petit peu compliqué et il est souvent nécessaire de déposer donc des demandes individuelles dans chaque pays. Cela suscite des recherches préalables, d'effectuer des dépôts, de fournir des documents, de payer les taxes dans la monnaie locale, de faire le suivi des procédures d'examen, d'opposition et de publication. Ce sont des procédures qui peuvent être complexes, qui nécessitent de maîtriser la langue et qui changent d'un pays à l'autre. Donc souvent, il est utile de faire appel à des experts en propriété intellectuelle locaux, des conseils, des avocats, mais cela multiplie les coûts qui sont afférents aux procédures et donc tout cet ensemble, complexité plus coût, peuvent décourager les associations de producteurs de demander la protection. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, face à cela, certains pays ont décidé de prendre le problème pour eux et donc de discuter entre eux, de signer des accords bilatéraux pour reconnaître et protéger mutuellement leurs indications géographiques. Ces accords sont souvent négociés pour promouvoir le commerce et la coopération économique, tout en garantissant la protection de produits emblématiques de chaque pays. Par exemple, a été signé un accord commercial entre l'Union européenne et le Canada qui contient des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des IG. Donc, généralement, c'est dans le cadre d'accords commerciaux d'échange de produits qu'on inclut des clauses relatives à la protection des indications géographiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, passons désormais aux accords multilatéraux. Donc, les accords multilatéraux, eux, impliquent plusieurs pays et qui se sont mis autour de la table pour négocier, généralement dans le cadre d'organisations internationales, des accords qui établissent des normes communes pour la protection des indications géographiques et facilitent leur reconnaissance mutuelle à une plus grande échelle. Donc, parmi les plus connus et les plus importants, les accords multilatéraux, on peut citer l'accord sur les ADPIC. Donc, l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle, ADPIC, qui touche au commerce, ADPIC, c'est un accord qui est administré par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et c'est l'un des accords multilatéraux les plus importants et les plus influents en matière de propriété intellectuelle de manière générale, puisqu'il établit des normes minimales. Alors, en matière d'IG, des normes minimales pour la protection des IG que tous les membres de l'OMC doivent respecter. En matière d'accords multilatéraux, on peut également citer les accords conclus par certains États membres ayant conduit à la création du système de Lisbonne, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc l'OMPI, que je représente et que je vais vous expliquer plus en détail maintenant. Donc, si vous ne le savez pas déjà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous ne le savez pas déjà, donc l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est une agence spécialisée des Nations Unies dédiée à la promotion et à la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde. Elle offre un cadre pour la coopération internationale et l'assistance technique en matière de propriété intellectuelle, que ce soit pour les marques, les dessins et modèles, les brevets, les copyrights et les indications géographiques. Au sein de l'OMPI, on retrouve le système de Lisbonne qui est fondé sur 2 traités internationaux, l'arrangement de Lisbonne de 1958 et l'acte de Genève de 2015. L'arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, signé en 1958, permet aux appellations d'origine d'être protégées dans plusieurs pays par le biais d'une seule demande d'enregistrement. Les pays membres de cet arrangement reconnaissent et protègent les appellations d'origine enregistrées au système de Lisbonne, facilitant ainsi une protection étendue et harmonisée. L'acte de Genève de 2015, il a été conclu pour moderniser et élargir le système de Lisbonne, puisqu'il permet une protection internationale non seulement pour les appellations d'origine, mais aussi pour les indications géographiques. Et il offre plus de flexibilité pour les États membres.
Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout le système de Lisbonne dans sa globalité, incluant à la fois le traité initial, donc l'arrangement de Lisbonne, et l'acte de Genève qui a modernisé ce traité initial. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en quoi l'acte de Genève a modernisé le système de Lisbonne? Depuis le début, donc, je vous parle d'indications géographiques de manière générale, mais comme l'a expliqué Madame Belkacem, il existe une distinction entre appellation d'origine et indication géographique. Les appellations d'origine sont une catégorie d'indications géographiques plus restrictives qui suppose la démonstration d'une qualité et d'une réputation liée à une origine géographique. Alors que les indications géographiques, ça peut être la qualité ou la réputation qui sont liées à l'origine géographique. Le lien au terroir est plus fort pour les appellations d'origine et certains produits, comme les produits artisanaux, en étaient exclus. À l'origine, dans le système de Lisbonne, le traité initial, donc l'arrangement de Lisbonne en 58, ne prévoyait une protection que pour les appellations d'origine. En étaient exclus donc les indications géographiques. L'acte de Genève de 2015 a ouvert la possibilité d'une protection à de tels droits. Désormais peut être enregistré donc depuis 2015 à l'OMPI, non seulement les appellations d'origine, mais également les indications géographiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'extension de la protection aux indications géographiques permet à plus de produits de bénéficier du système. Donc, pas seulement les produits agricoles, mais également les produits artisanaux comme la soie, les poteries, les produits cosmétiques comme les huiles essentielles. Slide suivante, s'il vous plaît. Une autre modernisation de l'acte de Genève, c'est que également on pu signer le traité et rentrer dans le système de Lisbonne les organisations internationales comme l'Union européenne ou l'OAPI. Auparavant, sous l'arrangement, uniquement les États pouvaient, et peuvent toujours, seulement les États peuvent contracter pour l'arrangement de Lisbonne. Les organisations internationales peuvent contracter avec l'acte de Genève. Donc, ça les fait rentrer dans le système de Lisbonne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Au final, dans les avantages du système de Lisbonne, c'est qu'il est global. Donc, grâce à l'ouverture de la protection à toutes les IG, de nouveaux pays ont été intéressés pour adhérer au système. Par ailleurs, l'adhésion d'organisations internationales comme l'Union européenne ou l'OAPI a permis d'agrandir l'étendue géographique du système de Lisbonne. Donc, à ce jour, on a 44 parties contractantes qui sont membres du système de Lisbonne, ce qui couvre 73 pays. Parmi les adhésions les plus récentes, on peut citer le Pérou, le Sénégal, la Tunisie, la Russie ou encore le Portugal. Et le dernier pays à avoir rejoint le système est Djibouti en février 2024. Mais d'autres pays nous ont déjà fait connaître leur volonté d'adhérer dans le courant de l'année. Pourquoi ce système est beaucoup plus attractif aujourd'hui? Parce qu'il est beaucoup plus flexible. Merci. Il tient compte des différents moyens de protection nationaux et régionaux. Les parties contractantes restent libres de choisir le type de législation en vertu de laquelle elles protègent les appellations d'origine et les indications géographiques au niveau international. Ce n'est pas parce que on a enregistré à Lisbonne, au niveau de l'OMPI, une indication géographique que le pays devra l'enregistrer en tant que tel dans son propre pays. L'acte de Genève a également introduit plusieurs innovations qui rendent le système plus accessible, puisqu'il notamment, il y a une réduction des taxes de 50% pour les pays qui sont les moins avancés. Également, il est possible d'effectuer des demandes conjointes pour des IG qui sont enregistrées de manière transfrontalière. Lorsque deux États membres se sont mis d'accord pour enregistrer ensemble une indication géographique qui couvre les deux États membres, il est possible de les enregistrer au niveau de l'OMPI. Et enfin, et c'est là le point le plus important et qui amène énormément de considérations, de nouvelles adhésions, c'est que l'adhésion à l'acte au moment de l'adhésion à l'acte de Genève, chaque partie contractante peut décider de subordonner la protection sur son territoire au respect de conditions supplémentaires, comme le paiement de taxes individuelles ou la fourniture de la preuve d'un lien au terroir. Sous l'arrangement de Lisbonne, certains États ne souhaitaient pas adhérer parce que cela impliquait une procédure d'enregistrement et donc un examen dans leur pays qui était faite pro bono, qui n'impliquait pas de rentrée d'argent. C'était une protection qui n'était pas payante. Aujourd'hui, il est possible qu'ils déclarent qu'ils souhaitent avoir une taxe payée pour pouvoir supporter le coût de l'examen de l'indication géographique. Donc, beaucoup plus de pays ont été intéressés par l'adhésion au système de Lisbonne grâce à ça.
face à cette flexibilité. Diapositive suivante, c'est bon. Donc, le système de Lisbonne est accessible, on l'a vu précédemment, en l'absence d'accord bilatéral entre deux parties. Si l'on veut obtenir une protection sur plusieurs territoires, il est possible d'effectuer, il faut effectuer différentes demandes dans chaque pays. Ce sont des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses, qui sont compliquées, dans des langues qu'on ne maîtrise pas forcément. Grâce au système de Lisbonne de l'OMPI, on a une seule demande, à un seul endroit, un seul bureau, un seul office, dans une seule langue, avec un seul jeu de taxes. On n'a pas besoin de faire des virements dans des monnaies étrangères. Là, il suffit simplement de payer à l'OMPI en francs suisses et on obtient une protection dans l'ensemble des pays qui sont membres du ou des traités auxquels on a adhéré. Par exemple, un pays qui adhère uniquement à l'acte de Genève, la protection va s'étendre à l'ensemble des pays membres de l'acte de Genève. Un pays qui est membre uniquement de l'arrangement, ça sera uniquement pour les pays membres de l'arrangement. Un pays qui, idéalement, est membre des deux, la protection sera dans tous les pays du système. Le système permet une gestion centralisée. Tout est effectué au sein de l'OMPI, et donc, je l'ai dit, pour toutes sortes de produits. Donc, c'est un système, vous voyez, qui est assez facile. Il y a une seule condition pour pouvoir effectuer une demande, il faut disposer d'une protection dans le pays d'origine, et quel que soit le type de protection. Si c'est une protection à titre de marque collective ou de marque de certification, ou une protection sui generis, ça ne pose aucune difficulté pour avoir une indication géographique au sein de l'OMPI. C'est l'OMPI qui se charge de notifier toutes les nouvelles demandes à tous les membres qui sont visés au moment du dépôt, sauf si le déposant a souhaité renoncer à la protection. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est une différence avec les marques internationales où on est dans un système de désignation. Quand je dépose une des marques internationales, je dis que je veux être protégé dans tel pays, tel pays, tel pays. Alors, pour le système de Lisbonne, la logique est inverse. Tous les pays sont couverts et on doit indiquer si éventuellement on n'est pas intéressé par certains pays. C'est l'OMPI qui se charge de notifier tout le monde, toutes les parties contractantes, et après, chaque partie contractante dispose d'un délai pour accepter ou refuser l'enregistrement, un délai d'1 an, et notifie après à l'OMPI les refus ou les octrois de protection éventuels, et l'OMPI après redispatche aux déposants les décisions qui ont été émises par les différents offices. Donc, c'est un système qui est très efficace. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Une indication qui est géographique qui est enregistrée à l'OMPI, comme au Maroc, elle l'est de manière infinie, sans qu'il soit nécessaire de renouveler le titre et de payer des taxes de renouvellement, tant que le produit continue de respecter les critères établis et que le lien avec l'origine géographique est maintenu. Donc, à la différence des marques internationales, notamment, où il faut renouveler tous les 10 ans et payer des taxes de renouvellement, une fois que vous avez une indication géographique qui est protégée à l'OMPI, elle l'est de manière indéfinie. Et l'extension de la protection à de nouveaux pays, elle se fait quasiment automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, une IG est enregistrée à l'OMPI et demain, un nouveau pays adhère, sauf s'il demande des éléments supplémentaires. S'il ne demande pas d'éléments supplémentaires, l'OMPI va directement notifier à ce pays tous les enregistrements antérieurs qui existent au sein du registre. Et ce pays décidera si oui ou non, in fine, il veut enregistrer l'IG. Donc, il n'y a pas de démarche positive à faire pour les groupements de producteurs ou pour les parties contractantes de dire que dans ce nouveau pays, on souhaite protéger son indication géographique. C'est l'OMPI qui se charge de ça. Et enfin, un autre élément de l'efficacité du système de Lisbonne, c'est que par ce traité-là, les États contractants ont décidé qu'une indication géographique ne peut jamais devenir générique une fois qu'elle a été enregistrée. Donc, même si on en fait un usage dans un sens générique, même si on n'en fait pas du tout d'usage, l'IG continuera d'exister. Donc, c'est un système qui offre un haut degré de protection, comme on peut le voir. En signant le traité, les parties contractantes se sont engagées à protéger sur son territoire les IG contre toute utilisation à l'égard de produits du même type qui ne seraient pas originaires de l'aire géographique. Toute utilisation à l'égard de produits, même qui ne sont pas du même type, si cet usage suggère un lien avec l'IG ou ça atteint sa notoriété. Toute utilisation qui reviendra à une imitation de l'IG, même si l'origine réelle est indiquée ou même s'il est fait usage d'expressions style, genre, façon, et toute autre pratique trompeuse quant à la véritable origine des produits. Donc, le degré de protection est assez élevé
c'est le degré minimum de protection que tous les États contractants, les États qui deviennent partie aux actes, doivent respecter. L'acte de Genève a aussi introduit une clause de sauvegarde qui garantit que les indications géographiques, à contrario, ne peuvent pas porter à une marque antérieure enregistrée de bonne foi. Donc, le futur des IG, c'est un outil que nous avons développé au sein de l'OMPI qui est e-Lisbonne. E-Lisbonne, c'est un outil de gestion centralisée qui est valable aussi bien pour les déposants, autorités compétentes ou producteurs si jamais ils ont le droit, que pour nous au niveau de l'OMPI. Donc, tous les échanges se font grâce à cet outil centralisé. En fait, grâce à un accès en ligne unique et personnel pour chaque administration compétente, il est possible de compléter les formulaires, de connaître l'évolution des demandes, de consulter et télécharger tous les documents relatifs aux enregistrements, de connaître aussi les enregistrements qui sont étrangers qui arrivent en fait dans le pays en question, de répondre aux communications de l'OMPI, d'effectuer les demandes d'examen. Tous ces éléments-là, on les retrouve dans e-Lisbonne. Donc, ça facilite grandement, en fin de compte, l'accès aux procédures. Donc, au-delà d'un mécanisme de protection multilatérale, le système Lisbonne offre aussi une assistance technique et de renforcement des capacités, parce que l'OMPI organise et participe, comme aujourd'hui, à des événements pour sensibiliser les gouvernements, les producteurs, les parties prenantes sur l'importance des IG, les processus d'enregistrement, les meilleures pratiques en matière de protection et de gestion. Nous élaborons des outils d'accompagnement des fonctionnaires ainsi que des producteurs locaux afin qu'ils puissent mieux comprendre et appréhender le système. Nous fournissons également des conseils juridiques et apportons une assistance technique pour aligner les législations nationales avec les pratiques internationales et les exigences du système. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'OMPI aussi participe à des projets pilotes pour démontrer l'impact positif des IG sur les économies locales et l'environnement. Elle participe à la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de l'humain afin que de telles pratiques soient inscrites dans le cahier des charges des IG, comme c'est le cas aussi, Madame Belkacem l'a souligné, au Maroc. L'OMPI, de son côté, également appuie dans ce sens les producteurs pour que, dans les cahiers des charges, on implique des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de l'humain. L'OMPI aide également les politiques nationales pour l'intégration des IG dans les stratégies de développement économique. Elle apporte aussi son soutien aux coopératifs pour améliorer la gestion collective des IG et renforcer le pouvoir de négociation. Et enfin, comme vous le savez, donc les IG sont un outil de protection du patrimoine culturel. Enregistrer une IG permet de préserver un savoir-faire, puisque les techniques sont intégrées dans les cahiers des charges et grâce à notre base de données, Lisbonne Express, globalement accessible, nous permettons la vérification de l'authenticité des produits par les consommateurs, les commerçants et les autorités. Cette base de données aussi, c'est un véritable catalogue historique des produits du terroir. Enregistrer son IG à l'international via le système de Lisbonne, c'est graver dans le marbre un savoir-faire, l'inscrire dans l'histoire et le conserver de manière infinie. Et enfin, en protégeant les IG à l'international, on protège également la diversité culturelle et gastronomique, puisque l'enregistrement international des IG permet de faire connaître des marchés étrangers, des produits développés localement. Et l'OMPI soutient la participation des producteurs bénéficiant à des événements internationaux pour promouvoir leurs produits. Donc, si vous passez peut-être à la slide suivante, on verra un événement qui a été organisé par l'OMPI lors de l'enregistrement de la première indication géographique suisse qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'était en décembre dernier, un événement qui a été organisé à l'OMPI où il y a eu une remise officielle du certificat d'enregistrement de cette première IG suisse qui était celle d'un fromage qui s'appelle Tête de Moine. Et il y a eu à cette occasion une dégustation du fromage. Donc, ça permet de faire connaître à l'ensemble de la communauté ce produit typiquement suisse. Voilà, si vous passez à la diapositive suivante, je conclurai par dire qu'aujourd'hui, ce sont 1061 enregistrements qui ont été effectués au sein du registre de Lisbonne. Donc voilà, l'OMPI joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des États et des producteurs pour la protection et la valorisation des indications géographiques. L'introduction de l'acte de Genève a modernisé et élargi la portée du système de Lisbonne en permettant une protection plus inclusive et efficace des IG.
À travers l'assistance technique, les programmes de formation, les campagnes de promotion et le soutien au développement durable, l'AMPI aide les États et les associations de producteurs à maximiser les avantages économiques et culturels des IG. Cette assistance contribue à la préservation du patrimoine culturel, à la promotion des produits authentiques et à l'amélioration de la compétitivité des produits sur le marché mondial. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et en dernière slide, si vous avez si vous souhaitez des informations supplémentaires, vous retrouverez, grâce à ce QR code, un lien vers notre page Lisbonne. Merci beaucoup. Merci. Justement, les indications géographiques jouent un rôle très important dans la protection et la promotion des produits locaux, tout en préservant les intérêts des producteurs et en offrant aux consommateurs des garanties sur l'authenticité et la provenance des produits qu'ils achètent. Et c'est dans ce sens que l'OMPIC conduit avec divers partenaires nationaux et internationaux un certain nombre d'actions visant à utiliser les indications géographiques et d'autres outils et mécanismes de propriété industrielle comme voie de valorisation des ressources locales et levier de développement des différentes filières de production et de transformation des produits de terroir. Et Madame Rajia, donc, dans ce sens, va nous présenter un projet important qui est lancé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui a pour objectif de valoriser le bois de tuya, un exemple de produit local, et bien évidemment en utilisant les outils de la propriété industrielle. Merci Fatem Zahra. Donc bonjour tout le monde. Effectivement, donc ce projet revêt une grande importance et on va essayer aujourd'hui de partager les principaux éléments et aspects de ce projet et qui vise en effet la valorisation des produits à travers l'utilisation des outils de la propriété industrielle. Et le cas aujourd'hui porte sur la valorisation du bois de tuya à travers les outils de propriété industrielle. Donc ce projet concerne le secteur de l'artisanat et en particulier le secteur de la sculpture sur le bois de tuya. Et il est destiné à un groupe de bénéficiaires qui pourrait aller jusqu'à une trentaine de PME, de coopératives ou d'artisans qui travaillent bien évidemment dans le secteur de la sculpture sur le bois de tuya. Donc ce projet est lancé en étroite collaboration et en parfaite collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Et en plus justement de l'AMPI et de l'AMPIC, il y a d'autres parties qui interviennent et œuvrent ensemble pour la réussite des actions qui sont inscrites dans le cadre de ce projet, à savoir le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Il y a aussi les coopératives de l'artisanat du bois de tuya d'Essaouira, la chambre d'artisanat de la région Marrakech-Safi, bien évidemment la province d'Essaouira et la Fondation de recherche et développement et d'innovation en sciences et ingénierie. Donc toutes ces parties travaillent et œuvrent pour atteindre les objectifs qui sont escomptés de ce projet, donc afin d'appuyer l'utilisation de la propriété industrielle dans le secteur de l'artisanat de manière générale, pour créer et ajouter de la valeur à l'activité des PME, des coopératives et des artisans qui sont sélectionnés dans le cadre de ce projet et qui travaillent principalement dans la filière des produits de tuya, et aussi afin de renforcer les connaissances et compétences de ces bénéficiaires en matière de protection de propriété industrielle et aussi en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits. Et parmi les objectifs et les principaux objectifs de ce projet, c'est la promotion de l'image de marque de la marque collective Tuya Essaouira.
Donc, pour que ces objectifs soient concrètement réalisés et pour que le projet aboutisse, il y a des actions qui doivent être réalisées, qui doivent être menées avec l'implication d'experts nationaux et internationaux qui travaillent en étroite coordination pour arriver à atteindre les résultats escomptés de ce projet. Donc, on pourrait dire que la première ou le premier résultat qu'on doit ou qu'on attend de ce projet, c'est d'abord l'élaboration d'un diagnostic du secteur pour arriver justement à identifier les besoins précis des bénéficiaires en matière de propriété industrielle. Aussi, arriver à concevoir et à mettre en place un programme de formation au profit de ces bénéficiaires, bien évidemment un programme de formation qui sera adapté aux besoins qui seront identifiés à travers le diagnostic qui sera élaboré en premier, et aussi concevoir et mettre en place un programme de mentorat qui sera destiné à des bénéficiaires sélectionnés parmi les bénéficiaires qui ont été identifiés au début du projet. Donc, pour que ce travail aboutisse et pour ressortir des éléments concrets, donc il y a lieu d'élaborer et de ressortir des recommandations de référence qui seront issues des différentes actions et activités qui seront menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Alors, avant de terminer, donc c'était une brève présentation du projet, mais avant de terminer, il y a aussi lieu de préciser que parmi les résultats attendus, c'est aussi d'arriver à enregistrer, à protéger la marque collective Tuya Essaouira à travers l'indication géographique. Et comme l'a mentionné Madame Belkacem à la fin de sa présentation, que des marques collectives peuvent être transformées en indication géographique. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup Rajia. Donc voilà, nous allons à présent répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions en français comme en arabe, donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Alors, la première question, donc on a, ça concerne la protection des produits végétaux de Madrid, tels que Doum. Par indication géographique. Est-ce que c'est possible de faire la protection par indication géographique? Et bien évidemment, c'est quoi la procédure afin de faire d'assurer cette protection? Oui, bon, rien n'empêche d'enregistrer une indication géographique concernant les vanneries ou concernant le Doum, mais à condition que le produit remplissent les conditions nécessaires dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment le lien à l'origine et les caractéristiques spécifiques. Est-ce que ces vanneries-là ont une caractéristique? Ça dépend du cas. La question n'est pas très claire, mais bon, est-ce qu'il s'agit de produits, d'un produit qui a une réputation qui est due à l'origine? Est-ce que ce dôme-là, il a une caractéristique spécifique qui n'existe pas? Ou bien est-ce que ce sont plutôt la manière de fabriquer les articles, par exemple les paniers ou autres? Est-ce que cette manière-là, qui a ce savoir traditionnel qui rend ce dôme-là très connu et réputé? Donc il faut voir vraiment quelles sont les caractéristiques et le lien à l'origine, d'une part. Sinon, alors, s'il remplit les conditions nécessaires, il peut être protégé en tant qu'indication géographique. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, donc, c'est Monsieur Youssef Jdi, président de l'Union des coopératives de l'artisanat du bois de Tuya à Essaouira. Voilà, donc, aussi également la question, j'essaie de associer tous les éléments sans d'un côté l'intégration. Je me suis dit qu'il soit un élément fondamental.
Qu'en pensez-vous? Voilà, donc la question, porte sur le projet du bois de Tuya. Alors, il y a deux questions à vrai dire. Monsieur Jdi pense que deux éléments sont fondamentaux pour cela. D'un côté, l'intégration de la composante design et création dans les produits créés du bois de Tuya. Et d'un autre côté, l'encouragement du e-commerce pour qu'il soit un élément fondamental de la stratégie commerciale des producteurs de cette filière. Donc voilà, donc qu'en pensez-vous, Rajia, par rapport à ce point? Donc, pour ce qui est de l'intégration de la protection à travers les dessins et modèles industriels, donc le projet justement, il vise la valorisation de ce bois à travers tous les outils de la propriété industrielle, donc qui peuvent aussi inclure les dessins et modèles industriels. Donc, pour justement pouvoir passer à l'enregistrement et à la protection des créations des artisans et des PME et coopératives qui travaillent dans ce secteur. Donc, comme je l'ai mentionné au début, donc il va y avoir un diagnostic au préalable qui va être établi au niveau de la province d'Essaouira et justement pour pouvoir ressortir les besoins précis des différents acteurs qui opèrent dans ce secteur. Donc, parmi les besoins des artisans et des bénéficiaires qui seront concernés par ce projet, s'il y a lieu de protéger leur création par le dessin et modèle industriel, ça serait justement l'occasion pour passer à la protection de ces créations à travers cet outil. Donc, pour ce qui est de la commercialisation ou du e-commerce concernant ce bois de Tuya et les créations qui y sont afférentes, donc il va y avoir après, comme je l'ai mentionné, après le diagnostic qui sera établi, le projet portera également sur la mise en place et la mise en œuvre de programmes de formation et de mentorat portant sur la protection de la propriété industrielle et sur la commercialisation des produits liés à cette filière. Donc, qui dit commercialisation, bien évidemment, ça pourrait concerner aussi la commercialisation de ces produits à travers la voie électronique. Donc, voilà. Merci beaucoup, Rajia. Donc, la question suivante, c'est qui peut utiliser le système de Lisbonne pour la protection des indications géographiques? Donc, elle s'adresse à Madame Marie. Je vais répondre à la question. Alors, actuellement, en fait, ceux qui peuvent utiliser le système de Lisbonne, ce sont déjà les États, les parties qui ont signé le système de Lisbonne. Donc, à ce jour, le Maroc n'est pas partie du système. Nous espérons qu'un jour, le Maroc viendra se joindre au système de Lisbonne. Et au sein des États qui sont membres du système de Lisbonne, c'est au moment de leurs adhésions que les parties contractantes, les États, décident qui peut déposer une indication géographique auprès du système de l'OMPI. À l'heure actuelle, tous les États membres ont décidé que seule une autorité compétente était en mesure de déposer les indications géographiques au nom des bénéficiaires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, par exemple, que pour le cas de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui est l'autorité compétente pour déposer une indication géographique auprès de l'OMPI au nom des bénéficiaires, donc au nom des associations, et c'est indiqué dans la demande qui est le bénéficiaire et qui est le déposant, donc l'autorité compétente. Mais l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne, du système de Lisbonne, a offert la possibilité aux États membres, au moment de leur adhésion, de laisser la possibilité à tout intéressé, donc un groupement de producteurs, par exemple, pourrait avoir la possibilité de déposer une demande directement sans avoir à passer par l'autorité compétente.
à l'heure actuelle, aucun État n'a fait part de cette volonté donc de laisser les groupements de producteurs, les associations, les syndicats de pouvoir faire des demandes directes. Donc il faut, mais comme aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il faut effectivement passer par une autorité compétente pour pouvoir après obtenir l'obtention de l'indication géographique. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Madame Marian. Donc, il y a une question qui est en arabe qui s'adresse à l'Olympique. Je vais la poser à Madame Belkacem. Donc, ما هي شروط إيداع المؤشرات الجغرافية بالمغرب؟ وما هي المؤسسات التي en fait c'est deux questions. ما هي المؤسسات التي في نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ بالمغرب؟ نعم. بالنسبة لشروط شروط إيداع المؤشرات الجغرافية بالمغرب، كما ذكرت سابقا يجب أن يكون المنتج المحلي يتوفر على أن تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها، وهي الانتماء إلى منطقة جغرافية معينة أولا، وثانيا أن تكون فيه خصائص معينة والتي لا توجد في منتجات أخرى. فهذا هو الشرط الأول، لأنه كما تعلمون ليس كل منتج مجالي يمكن ليس كل منتج محلي قابل للحماية كمؤشر جغرافي. هناك شروط، والشروط التي هي ذكرتها هي الانتماء إلى منطقة معينة، وطبعا أن تتوفر فيه الخصائص التي وأن يكون معروفا في الوسط يكون معروف ومشهور، وأن تكون هذه الشهرة أو هذه السمعة تعزى إلى تلك المنطقة التي ينتمي إليها. هذه الشرط الأول. أما شروط إيداع يعني المؤشرات الجغرافية، طبعا يتقدم المعني بالأمر أقول مجموعة الإدارة التي تمثل تلك المنطقة أن يتم إيداع الطلب من طرف هذه المجموعة، ويكون فيه دفتر تحملات أو كراس شروط حسب القوانين. بالنسبة للمغرب نتحدث عن دفتر التحملات، أن يكون مشروع دفتر تحملات وتودع هذه في الوزارة المعنية، سواء إذا كان الأمر يتعلق بمنتجات فلاحية فهو طبعا سوف يتم إيداعه بوزارة الفلاحة، وإذا كان الأمر يتعلق بمنتج حرفي أو الارتيزانا طبعا سوف يودع هذا الطلب في الوزارة المصرية، وزارة الصناعة التقليدية، طبعا لتنظر فيه من طرف اللجنة الوطنية أو اللجان المختصة التي تنظر فيه وتبت في الملف. بالنسبة للمؤسسات التي تتدخل في نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ بالمغرب، هناك أولا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأيضا الوزارتين التي ذكرتهما هي وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة التقليدية، طبعا مع اللجان الوطنية لكل من الوزارتين. Shukran. Il y a une question en français. Donc, comment le système national de protection des indications géographiques au Maroc peut-il être amélioré pour mieux soutenir les petits producteurs locaux et leur permettre de bénéficier davantage de la valorisation de leurs produits de terroir? Je dirais, avant d'être amélioré, donc il faut être utilisé d'abord de manière efficace. De toutes les façons, c'est un système qui est quand même assez récent au Maroc, donc depuis 2008 qu'il a été mis en place. Je parle des textes spéciaux du ministère de la loi 2506 relative aux produits de l'agriculture. Donc, je pense que le ministère a déjà fourni des efforts justement pour soutenir les petits producteurs et les grands producteurs, parce que avant de mettre en place une indication géographique, il y a tout un travail colossal qui se fait, notamment, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc la délimitation, bien l'identification des produits IGA, si j'ose le dire. Donc, l'État,
il délimite déjà, il identifie tous les produits qui sont sur le territoire marocain pour décider desquels qui vont être éligibles à une IG. Donc ça, c'est un travail déjà, c'est un travail très très important et qui a été effectué par le ministère de l'Agriculture sur la base de grandes études et qui a, à l'issue duquel on a pu délimiter, identifier à peu près 200 produits. Et bien sûr, le premier produit qui a été protégé, donc c'est l'argan. Concernant la question de monsieur ou madame, je ne sais pas, donc l'État, elle accompagne les producteurs avant de mettre en place cette indication géographique et même il y a des subventions qui se font justement pour que les producteurs, parce que les producteurs vont engager des frais énormes parce que c'est un processus très très complexe et coûteux. L'État, il subventionne une grande partie de ça. C'est ce qui a été fait par le ministère de l'Agriculture. Il a assisté, il a accompagné plusieurs producteurs pour la mise en place de leur indication géographique. Ceci dit, bien sûr, il faut fournir d'autres efforts que de par tous les départements, que ce soit l'OMPIC, les deux ministères de tutelle, ou bien toutes les institutions qui ont un lien direct ou indirect par les indications géographiques. Il faut fournir d'autres efforts justement pour soutenir les producteurs et pour les aider à commercialiser leurs produits. Voilà. Alors, question suivante qui s'adresse à l'ANPI. Donc, quels sont les pays les plus avancés en matière de protection des indications géographiques? Alors, concernant donc, alors les pays les plus avancés en matière d'indication, de protection des indications géographiques, j'ai envie de dire les pays qui sont historiquement protecteurs des indications géographiques, qui ont développé tout le système des indications géographiques. Donc, on a les pays de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, qui voilà, historiquement ont été depuis 100 ans sensibles à la protection des indications géographiques, en particulier voilà, la France, qui ont été donc moteur de la mise en place d'un droit des indications géographiques en Union européenne. Et donc aujourd'hui, la locomotive de ces pays-là est bien évidemment la Commission européenne. Mais ce ne sont pas les seuls qui aujourd'hui sont vraiment intéressés et souhaitent utiliser cet outil pour valoriser leur patrimoine. On le voit avec le Maroc, qui est aujourd'hui qui a un système de protection qui est très développé depuis plusieurs années. Vous avez un système de protection qui est très très développé. Et d'autres pays, l'OAPI par exemple, a adopté à travers les accords de Bangui, un système de protection des indications géographiques qui aujourd'hui est vraiment mis en œuvre et mis en valeur. Donc j'ai envie de dire ça vient du vieux continent européen, mais ça gagne aujourd'hui partout dans le monde, et même des pays qu'on n'aurait pas envisagé ou pour lesquels on n'aurait pas pensé souhaitent avoir une protection par les indications géographiques, ont adhéré notamment par exemple au système de Lisbonne, des pays tels que Samoa, donc des îles du Pacifique, pour faire connaître leurs produits qui étaient locaux, les faire connaître partout dans le monde. Merci. Je pense que ça serait notre dernière question. Donc, ça concerne les meilleures pratiques adoptées par d'autres pays pour la protection des indications géographiques que le Maroc pourrait envisager d'adopter pour améliorer son propre système de protection et de valorisation des produits de terroir. S'il y a quelques pratiques qui sont saillantes, importantes, que le Maroc pourrait adopter dans ce sens. Alors j'ai l'impression déjà que le Maroc, comme l'a présenté Madame Belkacem, a une protection quand même très efficace.
des indications géographiques et donc n'a pas trop de leçons à recevoir des autres pays. S'il devait y avoir un renforcement, peut-être ça serait à travers la diplomatie et donc la signature d'accords bilatéraux avec d'autres pays pour obtenir la protection de certaines IG sur d'autres territoires, ou bien l'adhésion un jour du Maroc au système de Lisbonne éventuellement. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Et ainsi, donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Et je tiens à remercier Madame Marion pour le temps consacré, Madame Boukrassim et Madame Rajia aussi, en tant qu'intervenante de l'Olympique, et ainsi que tous les participants qui se sont rendus disponibles. Merci de vous être joints à nous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au revoir dans le cadre d'un prochain webinaire, Inch'Allah.